Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et vous regardez DevTalk, deuxième épisode. Le premier concernait le fait de devenir riche avec une application, et celui d'aujourd'hui va concerner le syndrome de l'imposteur en tant que développeur web. C'est parti. Alors, bon, petit rappel, qu'est-ce que c'est DevTalk ? DevTalk, c'est juste discuter d'un sujet, un truc qui me passe par la tête sur le moment, ou quelque chose que j'ai expérimenté ou vécu dans le milieu du développement. Et d'ailleurs, c'est pas des vidéos qui sont organisées ou qui sont préécrites, donc c'est pour ça que je peux faire ce que je veux dedans. Par exemple, je peux boire de l'eau, comme ça. Donc voilà, ça fait plaisir, je peux m'hydrater pendant mes vidéos. Et on va juste parler aujourd'hui d'un sujet qui, à mon avis, touche pas mal de monde, même au-delà de la sphère du développement web. Je pense que c'est une question quand on apprend quelque chose qui revient souvent, et c'est surtout un sentiment qui est assez démotivant. Et je voudrais d'abord rendre hommage à mon mentor pendant ma formation qui m'a transmis cette notion qu'est le syndrome de l'imposteur, sinon j'aurais jamais mis un nom là-dessus. Et ben, je vais vous dire d'abord ce que c'est le syndrome de l'imposteur. En fait, quand on apprend quelque chose, donc par exemple le développement web ou mobile, on va souvent se sentir nul en fait. On va se dire je suis pas capable, y a trop de choses à apprendre, jamais j'en serai capable, et puis même avec ce que je connais déjà, j'ai l'impression que je serai pas à la hauteur au niveau de mon travail, je répondrai jamais aux exigences d'un employeur, ou je trouverai jamais des missions si je veux devenir freelance, et qui je suis pour devenir développeur. Et ça peut être très très démotivant en fait d'avoir ces idées en tête. Je pense que tout le monde n'est pas affecté par ça. Il y a des gens qui ont totalement confiance en eux pendant l'apprentissage de quelque chose et qui seront pas forcément confrontés aux doutes comme ça, mais j'imagine qu'il y a quand même une grande partie des gens qui ressentent cette chose-là. Et surtout dans le développement web, parce que c'est quelque chose c'est difficile de partager en fait quand on apprend le code, quand on apprend à développer, c'est difficile de partager ça avec ses proches, parce que c'est quand même une matière qui est pas à la portée de tout le monde, et tout le monde, on peut pas discuter de ça avec tout le monde en fait, et donc des fois on peut se sentir très seul si dans notre entourage on a personne avec qui parler de code ou autre, et on va jamais en fait, quand on est autodidacte, c'est un syndrome qui touche surtout les autodidactes, parce que on est amené en fait quand on est dans une structure pour apprendre, dans une université ou dans une école ou une formation avec des camarades de classe, des professeurs, on va être souvent amené à être évalué, jugé, et cette évaluation et ce jugement en fait, ils ont un côté pour certains négatif parce que ça peut les plomber, mais pour d'autres ça a un vrai côté se situer en fait, se dire là j'ai réussi, là j'ai échoué, et en fait ça peut, tout autant que ça peut détruire la confiance en soi, ça peut aussi faire monter la confiance en soi, et ça peut permettre de se motiver. Si on voit qu'en ayant travaillé, on a une super note à un examen ou autre, ça va nous motiver à continuer, et on va se dire je suis fait pour ça, etc., etc. Quand on est autodidacte, on est tout seul. Et être tout seul, c'est dur en fait, parce que sauf si on sait s'auto-évaluer, et on va en parler un peu après, on a personne qui va nous dire « Ah, c'est génial, tu as réussi tel test, ah, c'est bien, tu as réussi à faire ci, à faire ça, tu connais tel truc, tel machin, tu le maîtrises, voilà, t'en as fait la preuve là ». Il y a personne en fait pour nous dire ça, et il n'y a pas de test il n'y a pas de contrôle ou d'examen en fait qui vont nous valider telle ou telle unité, comme à la fac par exemple, ou en école. Voilà, et en plus on est formaté par ça, c'est-à-dire que on n'a pas eu le choix au début, par exemple quand on était en maternelle ou en primaire, de faire les choses en autodidacte. C'était on suivait un programme scolaire et on avait ses notes, on avait ses contrôles régulièrement, et on a été habitué à ça en fait tout le temps. Donc le syndrome de l'imposteur, ce que ça va être en fait de pas réussir à s'évaluer soi-même, de pas se rendre compte en fait des qualités qu'on a pu développer en tant qu'apprenti, et de se dévaluer en fait, de se dire qu'est-ce que j'ai appris, j'ai l'impression de rien savoir, j'ai l'impression que je suis nul, j'ai l'impression que j'ai pas réussi, que j'arriverai jamais, comment mes compétences que j'ai là pourraient
me faire trouver un job, par exemple, parce que c'est... Moi, je sais que quand on a ce sentiment-là, on a l'impression que, ben voilà, malgré tout le travail qu'on fait, pourquoi on serait au niveau de quelqu'un qui a fait une école, a un diplôme, d'un truc d'ingénieur, de 42, de ceci, de cela, d'épithèque. Mais en fait, c'est une illusion, encore une fois, ça. J'ai l'impression qu'on traite beaucoup d'illusions hein, dans DevTalk, mais c'est bien aussi de dissiper un peu les mythes. Mais voilà, il faut relativiser en fait sur l'apprentissage et je vais essayer de vous remonter un peu le moral et de vous faire dissiper un peu ce syndrome qui est très dur à faire disparaître. Pour ça, je vais vous raconter un petit peu comment moi j'ai commencé à me mettre au développement et surtout pourquoi est-ce que j'étais pas forcément destiné à ça, et ça va peut-être vous remonter un peu le moral. Et puis voilà, je suis passé à travers des phases difficiles aussi d'apprentissage, et il faut comprendre qu'en fait tout le monde passe par ces phases-là. Donc voilà, moi j'ai commencé en fait, le premier contact que j'ai eu avec le code, et je ferai peut-être une vidéo où je vous raconte tout mon parcours, là je vais aller assez vite dessus. Je pense que mon premier contact avec le code en fait c'était à l'époque sur je me souviens, j'avais la PlayStation portable, la PSP, et elle s'était fait hacker à l'époque, elle s'était fait craquer, et moi même aujourd'hui encore hein, j'aime trop les trucs comme ça en fait, le bidouillage, les machins comme ça. Et le hack en général sur les consoles, je trouve ça tellement fou en fait que des gens arrivent à contourner les sécurités des consoles de jeux et tout. Je trouve ça mais genre presque magnifique en fait. Ils sont super forts. Et voilà, en fait, ça venait de sortir et c'était possible à l'époque de coder en fait des applications ça s'appelait des homebrew, et c'était possible de coder ces applications-là avec un langage en fait qui était un langage script qui était Lua. Donc moi j'étais assez jeune, hein, je sais plus quel âge je devais avoir, mais j'avais juste l'ordinateur familial et je me suis mis à apprendre le Lua. À l'époque c'était sur le site du Zéro, je me souviens, c'est Open Classroom d'ailleurs, maintenant c'est drôle pour ceux qui savent pas. Et donc j'ai appris le Lua et avec des tutos, des machins et tout, et j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai développé trois bouts de code qui marchaient pas bien parce que j'avais aucune notion d'optimisation, j'avais l'impression que je pouvais faire tout et n'importe quoi avec, que ça allait marcher, mais pas du tout. Donc le premier truc que je voulais faire, c'était une sorte de Guitar Hero-like avec de la musique absolument pas libre de droit. Et voilà, et donc c'est le premier contact que j'ai eu, et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout... Enfin, j'allais pas faire quoi que ce soit avec, et j'ai vite abandonné en fait. Donc ça, c'est le premier contact que j'ai eu avec le code. Et moi, j'étais passionné de jeux vidéo hein, quand j'étais petit, donc je pense que quand même j'avais une prédisposition à vouloir faire ça. Mais voilà, au cours de mes études, en fait, au cours de ma scolarité plutôt, j'ai fait les cours de maths, les cours en général en sciences, et au début, j'étais très bon en sciences. Je me débrouillais vraiment bien. Et je suis tombé vraiment, c'est pas pour... Il y a des profs qui sont géniaux, hein, mais moi, je suis vraiment tombé sur des profs de maths vraiment très très particuliers au collège, et qui m'ont un peu dégoûté de la matière, alors qu'à la base, j'aimais vraiment ça. Et ça m'a un peu... si vous avez vu la vidéo sur le bac S, que je vous invite à regarder aussi, comme quoi finalement c'est pas parce qu'on est à un moment de son parcours nul en maths qu'on peut pas devenir développeur. En tout cas moi j'étais pas bon en maths, et c'est ce que je pensais, que ça servait à rien de vouloir devenir... à l'époque je voulais créer des jeux vidéo, voilà, jamais tu deviendras... Il y a aucune chance que tu deviennes... développeur de jeux vidéo. Je suis arrivé au lycée en fait et je me suis dirigé vers un bac économique et social parce que je me sentais pas capable de faire un bac S, alors que peut-être que je l'aurais été, mais je me sentais juste pas capable. Encore une fois, syndrome de l'imposteur dans un sens, parce que c'est surtout nous qui nous mettons des barrières au moment de faire des choix, quoi. On se dit ça j'en serais pas capable, ou ça va être trop dur, ou des fois il faut se contenter d'être le gros poisson dans la petite mare. Mais en fait non, hein, il faut pas avoir ces idées-là, il faut avoir de l'ambition, il faut se lancer même quand on pense que c'est pas fait forcément pour nous. Des fois, sortir de sa zone de confort, ça fait évoluer. Et voilà, donc je me suis dirigé vers bac économique et social. Je l'ai eu, mention bien, et après, je savais pas trop quoi faire parce que j'avais ni les moyens de faire une école privée de développement style Epitech, etc., etc. Et je suis même pas sûr que ce soit ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Et donc en fait, j'ai fait des études de droit à la base. Et j'ai une licence en droit. J'ai poursuivi mes études pendant 3 ans au final, parce que j'ai fait une spécialité justement en droit informatique, en droit de la propriété intellectuelle aussi. Donc j'ai jamais vraiment quitté le truc, mais j'ai essayé de le retrouver à droite à gauche. Et à la fin de ma licence, en fait, j'ai essayé de monter une boîte avec un pote parce que je fais de la musique aussi. Et je voulais faire une boîte pour justement faire des musiques pour les films, pour les vidéos, une sorte de petite
boîte de prod et tout, et puis au bout d'un moment je voulais réintégrer en fait le développement là-dedans, et j'avais une idée d'application pour essayer de faire démarrer le truc, et référence au DevTalk numéro 1 de pourquoi est-ce que tu ne deviendras pas riche avec ton application, c'est aussi parce que je l'ai un peu vécu, et en fait genre j'ai commencé à apprendre Java direct. Je voulais développer le truc sur Android, et j'ai appris Java, mais genre un peu, ça faisait peut-être 3 ou 4 ans, 3 ans peut-être que j'avais lancé le truc avec mon pote, et ça évoluait pas tellement, donc je me suis dit il faut qu'on pivote un peu sur l'activité, et j'ai appris Java en 3-4 mois, pas un niveau de ouf, hein, mais j'ai réussi à voilà, avoir assez d'éléments pour faire une application de base, faire un truc qui fonctionnait plus ou moins. Mais ça m'a montré quelque chose, c'est qu'avec un peu de volonté, on pouvait réussir à accéder à ce niveau de développeur en fait. Et là, ma vision, elle a changé sur le développement. En fait, je me suis dit, bah, c'est possible. Là, le syndrome de l'imposteur, il est pas là hein, pour l'instant. Il vient après. Et en fait, voyant que ça fonctionnait pas forcément ma boîte avec mon pote, et ben, je me suis dit, bah, je vais devenir développeur. Au début, je me suis dit, bah, voilà, j'ai pas non plus les compétences. Mon application, elle marche pas bien. J'ai pas compris tout ce que j'ai fait en Java. Et du coup, je vais plutôt me diriger vers UX UI design parce que j'aime bien ça, et voilà. Donc, je voulais me lancer dans une formation du UX UI designer, et je l'ai pas fait, mais aussi pour une raison de syndrome de l'imposteur, parce que je me disais ouais, mais tu sais pas dessiner, tu sais pas ceci, tu sais pas cela, ça sert à rien. Et au final, je me suis dirigé vers le développement web au début. Après, plus tard, je suis devenu développeur mobile. Et voilà. Et en fait, quand on voit la montagne de choses qu'il faut connaître pour être développeur web, déjà, ben, on se dit c'est impossible, jamais j'en serais capable de le faire tout seul. Et en fait, c'est juste parce que déjà, de 1, on n'a pas le chemin qui est tracé comme dans une école ou dans une formation classique, et donc c'est dur en fait de savoir comment naviguer, et vu la montagne de choses, le tri qu'il faut faire, bah on se dit ouais, mais c'est pas fait pour moi, je vois pas par quoi commencer, c'est impossible de devenir autodidacte. Alors heureusement, même si j'aurais tendance dans le futur à parfois critiquer, parfois dire qu'ils ont raison, les influenceurs sur le web du développement du code, ben au moins ils motivent et ils montrent qu'on peut devenir développeur, même sans... Enfin, pas en ayant été forcément destiné à ça au début. Donc voilà, moi je regardais plein de vidéos, de trucs comme ça et tout, et ça m'a motivé, et je me suis dit, bah vas-y, je vais quand même tenter. Et puis j'avais un pote qui était développeur, qui s'appelle Walid, si tu regardes Walid, et qui m'a donné des clés en fait au début, qui m'a dit bah commence par ça, essaie de voir plutôt ça au début. Quand il y avait un truc que je comprenais pas, je l'appelais, je lui demandais, il m'expliquait, et c'était assez cool en fait. Mais pendant tout le long en fait, je me disais mais même si je sais ça, j'ai l'impression de rien connaître en fait. J'ai l'impression de ouais, ok, je sais faire 3 pages statiques en HTML, en CSS, etc. Et en fait, mais tout le temps, je me dépréciais en fait, je me disais mais t'es pas capable de faire plus que ça, regarde, tu comprends même pas ce que ça veut dire ça, t'imagines les mecs qui à l'époque hackaient les consoles et tout, jamais tu seras capable de faire ça. Mais en fait voilà, pour combattre en fait le principe, enfin le syndrome de l'imposteur, bah déjà faut arrêter de croire qu'on va devenir du jour au lendemain le gars qui a hacké la PSP à l'époque. C'est pas comme ça que ça marche, il a sûrement 10, 15, 20 ans d'expérience derrière lui, le gars qui a fait ça. Il faut avoir de l'ambition, mais il faut pas avoir des objectifs irréalistes en fait. Il faut faire les choses pas à pas pour combattre ce syndrome-là. Il faut se dire, bon bah, première étape, je vais déjà apprendre HTML, CSS par exemple, et je vais faire juste une page débile ou un truc nul, c'est pas grave, on s'en fout en fait, genre. Il faut juste se jalonner un chemin, avoir des jalons sur ce chemin, avoir des étapes, organiser ces étapes. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo où je vais vous donner les étapes que je recommande, comme ça va atténuer ce syndrome si vous l'avez. Et donc abonnez-vous, parce que je sais que vous regardez et vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous, et le pouce et tout, hein, n'oubliez pas. Essayez de s'entourer aussi de gens qui font déjà ce que vous voulez faire et qui vont pouvoir discuter avec vous et même partager aussi. Regardez, juste le fait de regarder la vidéo, en fait, c'est déjà un premier pas, et ça peut vous rassurer en fait de vous dire que quelqu'un a eu le même problème que vous, entre guillemets, de se dévaloriser quand il n'est pas déjà dans le marché et tout. Et en vrai, ça part, ça, en fait, ce syndrome-là, au moment où on a déjà ce chemin pour devenir développeur, qu'on voit qu'on suit les étapes, et il faut les suivre un peu comme les chevaux avec les œillères, pour pas regarder sur les côtés. En fait, il faut juste tracer sa route, pas se poser la question est-ce que j'en suis capable, non, fais-le, parce que ça vient en fait tout seul. On se rend compte j'aime bien dire ça, la montée en puissance en fait en tant que développeur, elle vient toute seule. Il faut juste
un peu se cacher les côtés de l'image et regarder droit devant soi et le faire et pas trop se poser de questions en fait. Voilà, je pense que la première étape déjà c'est faut se fixer des objectifs réalistes au début, jalonner son chemin de développeur. Et il faut, troisième truc, s'auto-évaluer. Donc en fait, pour s'auto-évaluer, c'est pour ça que j'ai plus tendance au début, moi, à dire aux gens de commencer par le développement front-end. Parce que, en fait, le développement front-end, c'est quelque chose que vous allez pouvoir montrer aux autres. Et d'ailleurs, j'en parle dans la vidéo où il y a le petit test pour savoir si vous êtes plus front ou back. Mais je pense que voilà, quand on commence front-end, en fait, c'est le mieux parce que vous allez faire des choses. Et ceux qui disent qu'apprendre HTML, CSS au début, ça sert à rien, c'est pas vrai. HTML, CSS, ça permet de produire des choses qui sont visibles et que vous allez pouvoir montrer. Et en le montrant, vous allez pouvoir être fier de ça. Et en étant fier de ça, le retour des gens par rapport à votre travail, mais il va vous motiver et il va atténuer en fait ce syndrome de l'imposteur. Voilà. Pour moi, je préconise plutôt d'être front au début parce que ça va vous motiver. Vous allez avoir des choses à montrer, etc. Après, back, si vous n'avez pas besoin de... Je pense que voilà, si on est sensible au syndrome de l'imposteur, back, faut pas commencer par ça, faut plutôt commencer par front. Moi, j'ai commencé par front, après j'ai fait du back, après je suis devenu full stack, après je suis devenu développeur mobile, mais on voit que voilà, les choses, elles s'enchaînent les unes après les autres. Et puis, je sais pas, demain, je ferai des programmes embarqués sur des Raspberry, des trucs comme ça, j'en sais rien de ce que je ferai. Mais voilà, après, le chemin, il nous amène là où... même à des endroits où on n'était pas sûr d'arriver. Mais il faut être un peu aveugle. Il faut montrer, discuter de ce qu'on fait, partager ce qu'on fait. Et donc pour s'auto-évaluer, parce que là c'est pas de l'auto-évaluation, hein, quand je vous dis de montrer à vos proches pour qu'ils vous donnent un retour dessus, et j'espère que vos proches sont bienveillants, parce que des fois ils peuvent vous démoraliser aussi, donc s'il faut mettre les œillères aussi pour ses proches, hein, malheureusement. S'auto-évaluer, ensuite, c'est difficile parce que, si vous voulez, les seules références que vous allez avoir, et on en parle dans la vidéo sur devenir riche, bah c'est quoi? C'est les histoires qu'on vous vend de Zuckerberg, de Steve Jobs, qui sont devenus des génies. Ah, super, bah c'est super, ça motive. À côté d'eux, qu'est-ce qu'on est? Bah non, il faut pas se dire ça en fait. Faut pas s'auto-évaluer par rapport à des gens comme ça en tout cas. Faut pas s'auto-évaluer par rapport à des histoires comme ça, parce que forcément vous serez jamais à ce niveau-là. Et c'est même pas un niveau d'expertise ou de technicité, c'est juste un niveau déjà de célébrité et de réussite qu'on peut très bien réévaluer, parce que c'est pas forcément ça la réussite pour tout le monde. Et voilà, il faut pas se mesurer à des exemples comme ça. Il vaut mieux se mesurer à... On a une idée un jour, on se dit, ben voilà, je veux faire un petit jeu, mais au moins ça, c'est une idée, c'est un premier objectif. Fais-le, le petit jeu, fais le jeu. Et si juste t'y joues avec un pote, ou que tu le montres à quelqu'un et qu'il trouve ça cool, ben voilà, elle est là, l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est de s'être posé un objectif, et si ça marche, bah voilà, t'es auto-évalué, ça fonctionne. C'est pas comme dans un cours magistral à l'école où si t'as moins de 10, ça marche pas, ou si t'as plus de 10, ça marche. Non, là, ça marche ou ça marche pas. En fait, quand on est évalué sur un contrôle, ou sur un examen, ou sur un truc comme ça, par exemple, le code de la route, ou le permis, tout ça, bah, je veux dire, c'est complètement hors de la réalité. Il n'y a jamais un truc où il y a 3 points qui vont marcher, ou si t'as plus de 5 points, tu l'as pas, etc. Non, dans la réalité, c'est pas ça. Si tu fais une application, soit elle marche pas. Si elle marche pas, elle peut être un peu buggée, mais tu vas pas être noté 3 points en moins parce que le truc s'affiche pas là. Non, tu vas devoir le corriger, et tu vas pouvoir le corriger. C'est comme si, il faut se dire que la réalité, c'est plus comme si c'était un examen permanent, certes, mais où t'as toujours la possibilité de revenir sur ton examen et d'arriver à 20 au bout d'un moment, même si, bon... C'est difficile d'arriver à 20 tout le temps. Après, dans l'environnement professionnel, déjà, on va retrouver des gens qui comprendront dans quelle strate vous vous trouvez. C'est-à-dire que quand on vous embauche en tant que junior, on n'attend pas de vous que vous fassiez du développement au niveau de quelqu'un qui a 3 ans d'expérience, 6 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Quelqu'un qui se fait embaucher en tant que junior, on sait très bien qu'il va avoir du temps où il doit se former, où il doit gagner, justement, monter en puissance, monter en compétences, qu'au début, il va avoir besoin sûrement de l'aide des développeurs plus expérimentés, etc. Donc voilà, vous êtes dans un monde, dans un marché, vous serez dans un monde ou dans un marché dans lequel les gens, ils ont vécu aussi ces moments-là, et ils sont pas débiles. Ils vont pas vous réprimander parce que vous êtes trompé alors que ça fait 2 jours que vous êtes là. Sauf alors si vous êtes dans un boulot comme ça, posez-vous la question, est-ce que vous voulez travailler avec des gens qui vous traitent comme ça? Ce qui est bien quand on est développeur, c'est qu'en général, on travaille avec des gens qui sont plutôt intelligents.
Voilà, moi aussi, parce que quand je vous raconte mon parcours, j'ai travaillé, j'ai fait des jobs alimentaires, et les jobs alimentaires, en général, on est traité à l'inverse de ça, on n'est pas considéré, etc., etc., alors que là, c'est le cas. Donc voilà, les 3 points pour combattre le syndrome de l'imposteur en soi, c'est premièrement, on va pas faire forcément dans l'ordre, mais c'est s'auto-évaluer, être évalué aussi par ses pairs, par ses proches, etc. Se faire un chemin jalonné pour apprendre, pour avoir des objectifs réalistes, les voir se concrétiser. Et ça rassure, ça permet de voir qu'on est compétent. Si je peux en donner un 3e par rapport à ce que j'ai dit avant, aussi genre se calmer par rapport à ce qu'on a, l'image qu'on a de l'exigence des gens qui vont nous embaucher et tout, qui sont réalistes, qui savent très bien pourquoi ils vous embauchent, qui savent très bien pourquoi ils vous donnent une mission, etc. Donc voilà, relativisez et dites-vous que le chemin il peut être plus ou moins long pour les gens. Pour devenir dev, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe en fait, chacun son rythme. Et surtout, il ne faut pas se dévaloriser, vous y arriverez et progressivement. Et au bout d'un moment, quand vous dépasserez en fait ce stade de niveau, de compétence, là vous serez embauchable, vous pourrez trouver des missions, etc. Mais avant ça, voilà, ça sert à rien de se dévaloriser. Voilà, j'espère que ça vous a un peu aidé, un peu rassuré. Je sais pas de quoi parlera le prochain DevTalk, mais abonnez-vous, mettez la cloche, le pouce et commentez, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, je vais répondre à tous les commentaires. On est au début de la chaîne, donc autant en profiter. Et je vous souhaite, selon le moment où vous regardez cette vidéo, soit une bonne soirée, soit une bonne journée. Et abonnez-vous, c'est important. Ciao.